Bien, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très sincèrement de m'offrir l'hospitalité de ces lieux où je n'étais pas revenu depuis de très nombreuses années. Vous contribuez ainsi par l'organisation de cette manifestation à me plonger dans un sentiment qui s'appelle la nostalgie. Car la dernière fois que je suis venu à la rencontre de représentants d'entreprises, c'était, je crois, en 2013, alors que nous préparions le budget de l'Union européenne et que j'étais venu ici devant les représentants des grands groupes expliquer la manière dont nous allions essayer de réorienter un certain nombre de fonds structurels vers l'innovation dans le respect des principes qui avaient été définis quelques années auparavant à Lisbonne. Lorsque l'on a exercé des responsabilités publiques et que l'on vient au prix de la transparence, on se préoccupe essentiellement de ménager les transitions. Car lorsque vous êtes un homme public et que vous êtes transparent, il est rare qu'on vous attribue un prix. Généralement, on s'emploie à faire en sorte que celui qui vous succédera soit moins transparent que vous ne l'avez été vous-même. Et lorsque vous rentrez dans le monde de l'entreprise et que vous abordez d'autres activités, notamment celles de conseil juridique, d'avocat, la question de la transparence prend bien entendu une toute autre dimension. Il s'avère que ces sujets, j'ai eu à les connaître dans des circonstances particulièrement tragiques, notamment lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur et que nous avons eu à élaborer un ensemble de dispositions législatives, nationales et européennes, destinées à garantir la promotion dans le monde économique, mais pas seulement, d'un certain nombre de principes éthiques. Je ne vais pas faire l'inventaire de la totalité des réglementations sur lesquelles nous avons eu à travailler, même si beaucoup de ces réglementations sont applicables aux entreprises qui sont ici présentes, mais je les évoquerai malgré tout succinctement pour montrer l'enchevêtrement de questions dont vous avez à connaître dans l'exercice des responsabilités qui sont les vôtres, notamment si vous êtes dans les postes de secrétaires généraux de grands groupes ou de directeurs des affaires juridiques, et pour montrer finalement que ces sujets de transparence appellent un ensemble de préoccupations qui sont très étroitement liées les unes aux autres. Lorsque la crise de 2008 est survenue, et qu'à l'époque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a joué un rôle très important pour accélérer la sortie de crise et faire en sorte que l'Europe prenne des dispositions pertinentes pour faciliter notamment la mise en place de l'union bancaire, nous avons vu un ensemble de dispositions inspirées du dispositif de Bâle III se mettre en œuvre à travers notamment les directives CRD4 qui mettaient en place dans le secteur bancaire un ensemble de règles destinées à garantir la transparence du fonctionnement des institutions bancaires et destinées aussi à faire en sorte que les règles prudentielles s'appliquant à elles soient rigoureusement respectées. Ces règles issues de Bâle III, qui ont fait l'objet de directives européennes, inclus dans le paquet CRD4, ont mobilisé un très grand nombre de régulateurs veillant au respect scrupuleux de ces règles. Ces régulateurs, vous les connaissez, vous avez à les fréquenter régulièrement pour ceux qui travaillent dans les organismes bancaires, non sans plaisir, l'ACPR, l'AMF, Tracfin lorsqu'il s'agit d'activités relatives au blanchiment. Et vous savez parfaitement à quel point ces régulateurs travaillant sous le contrôle de l'AEB ou de la BCE dans le cadre de la mise en place notamment de l'union bancaire avec ses trois pôles, résolution des crises bancaires, supervision bancaire, garantie des dépôts, jouent un rôle extrêmement important pour assurer la sécurité du fonctionnement des institutions bancaires, sans lequel il n'y a pas de fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Et puis nous avons été confrontés quelques années plus tard à une autre crise, d'une autre nature, mais qui a engendré son lot de textes destinés à garantir là aussi la transparence. Je veux parler de la crise terroriste, qui a montré l'extraordinaire interdépendance qui existe entre les réseaux criminels, ceux de la traite des êtres humains, du trafic de drogue, du trafic de cigarettes, ceux du trafic des armes, et ceux, bien entendu, qui alimentent le financement du terrorisme. Et nous avons été, à ce moment-là, amenés à prendre d'autres directives européennes, notamment la directive relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui a mobilisé d'autres régulateurs au terme de la mise en place d'un dispositif auquel les États qui étaient les plus confrontés au terrorisme ont très largement contribué. À travers CRD4 et LCBFT, vous avez un ensemble de dispositions mobilisant un très grand nombre de régulateurs
qui contribuent dans le secteur du financement de l'économie à créer les conditions de la transparence la plus grande, avec bien entendu la part de contrainte qui s'attache à ces dispositifs pour ceux qui ont à les mettre en œuvre et a fortiori pour ceux qui ont à les subir. Et vous aurez remarqué qu'à travers le dispositif Solvency II pour les assurances, désormais les mêmes principes, inspirés de la même philosophie, sont mis en œuvre. C'est important pour assurer la transparence du financement de l'économie. C'est important aussi au plan européen pour assurer dans le marché unique un véritable level playing field qui garantisse au plan européen, au sein du marché unique, que les mêmes règles relatives au financement de l'économie s'appliqueront dans des conditions comparables et identiques. La mondialisation, si on veut qu'elle soit harmonieuse et qu'elle permette la juste allocation des richesses créées au développement de l'économie, appelle nécessairement cette transparence et ce type de régulation. Et puis nous avons, par-delà ce qui concernait le système financier et bancaire, été amenés à traiter d'un autre sujet, qui est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé les uns et les autres au cours des derniers mois, et sur lequel je veux dire un mot, qui concerne l'ensemble des dispositifs relatifs à la lutte contre la corruption et à la prévention de la corruption. Et ces dispositifs qui ont été mis en place en France, mais qui ont vocation à s'étendre en Europe, j'en dirai quelques mots, à travers la loi Sapin II, n'ont pas résulté, je le dis a posteriori, d'une volonté d'ajouter une couche de contraintes dans le fonctionnement des entreprises, après avoir mis une couche d'impôts, une couche de réglementation. Nous terminions la période qui s'est achevée il y a 2 ans par une couche de contraintes législatives en matière de prévention de la corruption s'imposant aux entreprises. Non, le sujet était dicté par des considérations qui résultaient de travaux parlementaires inspirés par des parlementaires de toute sensibilité. Depuis 1977, les États-Unis luttaient contre la corruption à travers la mise en place du Foreign Corrupt Practice Act, FCPA. Ils étaient les seuls à le faire de façon globale et systématique. Ils utilisaient la capacité donnée à leurs juges d'intervenir dans un cadre extraterritorial pour poursuivre des entreprises européennes et françaises avec des niveaux d'amende extrêmement significatifs. Ils prenaient prétexte du fait que nous ne poursuivions pas nous-mêmes la corruption pour légitimer l'intervention extraterritoriale de leurs instances de poursuite. Et 2 parlementaires, l'un de la majorité et de l'opposition, Pierre Lellouche et Karine Berger, ont élaboré à destination du gouvernement une proposition destinée à alimenter un texte de loi d'origine gouvernementale, destiné à mettre en place un dispositif complet de prévention de la corruption en France. C'est ce qui a donné naissance à la loi Sapin II. C'était nécessaire, pourquoi ? C'était nécessaire parce que nous avions besoin d'assurer la réputation de nos entreprises en prévenant la corruption en leur sein. C'était indispensable parce que chacun qui a vécu une crise de réputation résultant de faits de corruption médiatisés au sein d'entreprises grandes ou moins grandes est parfaitement conscient du fait que la crise de réputation est à terme une crise de compétitivité et de marché pour les entreprises qui n'ont pas su, dans la plus grande transparence, préserver leurs intérêts en prévenant la corruption. C'est une crise de souveraineté, parce que lorsque les entreprises françaises ou européennes font l'objet de poursuites de la part du DOJ, qui aboutissent à des niveaux d'amende qui se comptent en milliards, et que certaines d'entre elles, après avoir payé ces amendes, sont rachetées par des intérêts américains, ce qui, bien entendu, est parfois le fait du hasard, mais défendre ces intérêts souverains en protégeant les entreprises de poursuites extraterritoriales est un devoir souverain de la part d'un État qui entend demeurer souverain, donc c'était un enjeu de souveraineté. Et puis c'était aussi un enjeu européen, parce que si nous ne parvenons pas à engager des dispositifs très significatifs de prévention de la corruption en France, nous ne serons pas légitimes à porter cette ambition en Europe. Et moi, comme Européen convaincu, je suis extraordinairement choqué que nous ayons en France un dispositif Sapin II qui représente un ensemble de contraintes pour des entreprises, mais que dans le même marché intérieur, un pays récemment intégré à l'Union européenne, en tous les cas beaucoup plus récemment que nous ne l'avons été nous-mêmes, je veux parler de la Roumanie, peut limoger son procureur sous prétexte que son procureur entend poursuivre des responsables politiques qui ont été impliqués dans des cas de corruption alors que nous sommes sur le même continent et que nous sommes sur le même marché.
Par conséquent, mettre en place dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, des dispositifs de prévention de la corruption globaux, cohérents et puissants, c'est aussi une manière pour nous de faire en sorte que l'Europe s'empare du sujet, pour que la corruption ne demeure pas un instrument de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur. C'est aussi créer les conditions pour que le développement d'un paquet compliance européen, c'est-à-dire d'une directive européenne transposant dans le droit des pays de l'Union les principes résultant des conventions et des recommandations de l'OCDE, soit possible, et que cela étant possible, nous puissions définir les conditions d'une intervention extraterritoriale du juge européen, l'article 83 du traité de fonctionnement de l'Union européenne le permet, et qu'ainsi nous puissions contrebalancer ou corriger la relation asymétrique qui s'est nouée entre l'Europe et les États-Unis en matière de lutte contre la corruption, en raison de l'intervention extraterritoriale du juge américain, qui n'est pas contrebalancée par une intervention équivalente du juge européen. Donc, lorsque nous parlons, mesdames et messieurs, mais vous le savez mieux que quiconque, je ne suis là simplement ce soir pour faire la synthèse de ce que vous savez déjà, je ne vous apprends rien. Lorsque nous parlons de lutte contre la corruption, de transparence, de régulation européenne, de transposition en droit français des principes posés par les organisations internationales, qu'il s'agisse de l'ONU avec la Convention de Mérida ou de l'OCDE avec la Convention de 1997 relative à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers, nous ne sommes pas simplement dans un travail de réglementation destiné à réguler le marché dans la globalisation de l'économie, nous sommes dans une préoccupation de mise en place dans la mondialisation d'un level playing field mondial, nous sommes dans la défense d'intérêts souverains, nous sommes dans la volonté de faire en sorte que l'Union européenne soit un marché unique où les règles qui permettent la juste compétition entre les entreprises soient respectées. Et nous sommes aussi, et je terminerai par là puisqu'il m'a été donné 15 minutes, sur un sujet qui renvoie aux aspirations très profondes de la société civile. Et je prendrai deux exemples de conformité et de transparence qui ne concernent pas la corruption, qui ne concernent pas la régulation bancaire, qui ne concernent pas les règles prudentielles, mais qui concernent des sujets sur lesquels la société civile se trouve très mobilisée et qui sont des sujets d'une très grande actualité. Je prendrai deux exemples. La protection de la santé, de l'environnement et des droits de l'homme, qui sont les trois principaux sujets mis au cœur des problématiques relatives à la responsabilité sociale de l'entreprise, que l'on retrouve inclus dans une proposition de loi française adoptée en mars 2017, la loi relative à la responsabilité des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre en matière de RSE, sur des sujets, l'affaire rouennaise le montre, sur lesquels l'opinion publique est d'autant plus sensibilisée qu'elle est directement impactée par des faits de pollution pouvant avoir un impact sur la santé résultant d'activités industrielles, mais aussi qu'en l'absence d'une communication transparente des acteurs publics et des entreprises, dans un monde où le complotisme, la rationalité de l'information ne sont pas nécessairement de nature à aider une communication transparente et rationnelle, les peurs, y compris les grandes peurs irrationnelles, peuvent l'emporter lorsque des faits surviennent qui ne justifient pas que ces peurs surgissent, bien qu'elles surgissent malgré tout, en raison de la difficulté d'organiser en amont une communication qui soit maîtrisée. Donc, sur le sujet de la responsabilité sociale de l'entreprise, après l'affaire du Rana Plaza, compte tenu de l'importance de l'activité d'un certain nombre de groupes qui ont des filiales situées dans des pays où la réglementation relative au sujet qu'on traite est moins prégnante qu'elle ne l'est en France, la responsabilité des entreprises sous la pression des opinions publiques, des sociétés civiles, sera de plus en plus grande et leur compétitivité dans la mondialisation sera d'autant plus significative qu'elles ont été capables, par du droit souple, par des dispositifs mis en œuvre en leur sein, des cartographies des risques, des codes éthiques, des lignes d'alerte, qu'elles auront été capables de se prémunir contre la crise de réputation en anticipant la crise par des dispositifs qui leur permettront de rendre compte. C'est ça la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a un autre sujet qui monte et sur lequel les exigences seront majeures, dominantes, et où la pression s'exercera là aussi
des opinions publiques sur les entreprises et les gouvernements, c'est la question de la protection des données. Vous savez à quel point le règlement RGPD vous a imposé, là aussi en matière de transparence, des contraintes qui n'existaient pas auparavant. La protection des données est devenue un enjeu, là aussi, de souveraineté et de domination économique majeure. Nous avons pris le règlement RGPD, et quelques mois après que nous avons pris le règlement RGPD, les États-Unis ont pris un dispositif qui s'appelle le Cloud Act, dont vous avez entendu parler, et qui permet aux Américains, dans l'extraterritorialité la plus grande, d'aller récupérer dans des serveurs situés en Europe appartenant à des entreprises américaines des données constitutives de preuves, y compris lorsque ces données concernent des citoyens européens. Donc, nous mettons en place le RGPD, ils mettent en place le Cloud Act. Nous allons essayer de répondre à travers une directive sur laquelle l'Union européenne travaille, qui est la directive e-Evidence. Mais ça vous montre bien que les sujets dont vous avez parlé et qui justifient de l'existence de ce prix désormais récompensant les mérites des uns et des autres depuis 10 ans, ces sujets sont des sujets éthiques, mais ce sont aussi des sujets qui renvoient à ce qu'est la compétition économique dans sa dimension la plus rude. Car pour des pays comme les États-Unis, le droit n'est pas simplement un instrument de la régulation, il est un instrument de la puissance. Nous l'avons vu sur la question iranienne, où les États-Unis avaient adhéré à un traité, le JCPOA, dont l'AIEA constatait qu'il était respecté par le pays qui était censé le mettre en œuvre, l'Iran. Malgré ça, de façon unilatérale pour des raisons diplomatiques, les États-Unis ont décidé de sortir de ce traité et ont expliqué que toutes les entreprises qui continueraient à traiter avec l'Iran seraient passibles de se trouver devant leur juridiction, les Américains faisant du droit unilatéralement décidé par eux, après la dénonciation unilatérale par eux d'un traité, un instrument de leur propre puissance diplomatique, politique et commerciale. Donc ne soyons pas naïfs. Lorsque nous traitons de ces sujets, nous les traitons pour des raisons éthiques. Mais lorsque nous anticipons les questions éthiques en traitant ces sujets, nous sommes aussi sur d'autres questions qui sont éminemment stratégiques, qui renvoient au rapport de puissance, à la capacité de se doter d'une force dans la compétition économique, de faire prévaloir ses intérêts, d'assurer la compétitivité de nos entreprises, dans un contexte où elles sont plus regardées qu'elles ne l'ont jamais été par des opinions publiques qui sont plus exigeantes qu'elles ne l'ont jamais été. Et c'est parce que ces enjeux sont philosophiques, politiques, sociétaux, et qu'ils renvoient à notre capacité à défendre nos fleurons économiques, que je ne saurais trop vous encourager à poursuivre la réflexion que vous avez initiée au sein de cette belle institution depuis des années, et qui vous conduit, je le sais pour connaître un certain nombre d'entre vous, à accomplir jour après jour, avec une vision, avec une méthode, avec une détermination, des progrès très significatifs qui sont autant d'atouts pour l'économie française et pour l'économie européenne. Et pour m'avoir permis de vous dire tout cela, je voudrais très simplement vous adresser mes remerciements, formuler des vœux de réussite pour la suite de vos travaux et vous souhaiter à toutes et tous un très joyeux anniversaire.